L'été était déjà bien avancé et dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, nous allons parler un petit peu de sport et un petit peu autour de ce sport automobile que nous aimons tous, mais aurait-il atteint parfois certaines limites et peut-on parler peut-être de sport encore en 2026 au vu des récents de courses que nous avons pu observer, notamment le week-end dernier en IMSA ou encore en GT World Challenge Europe, un débat un petit peu hors actualité que nous allons mener avec Laurent Mercier et Thibaut Vimant dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, Thibaut, bonjour. Un sujet un petit peu hors actualité. On rappelle que l'IMSA ou le GT World Challenge Europe étaient en action le week-end dernier. Et ce sont justement ces deux épreuves qui nous ont un petit peu amenés à réfléchir sur un sujet hors résultat, on va l'appeler comme ça. Au vu du déroulé de ces courses qui ont été marquées par plusieurs pénalités, parfois des pénalités qui n'ont pas été infligées, on va dire de manière un petit peu incompréhensible, des pénalités infligées qui n'ont pas été très bien comprises par certains pilotes. Il y a quand même pas mal de choses à débattre de ces deux courses, messieurs. Nous allons commencer par ce sujet des pénalités. Laurent, je commence par toi qui étais à Manicourt pour le GT World Challenge Europe dans son volet Sprint Cup. Et on a vu malheureusement dans ce week-end de la Nièvre, on a vu notamment Niki Team pénalisé pour ce qu'on appelle, ce qui est officiellement appelé un jump start, donc un départ volé, mais c'est un petit peu, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé en fait en piste. Et Laurence, ce n'est pas la première fois que nous voyons cette situation. Sur le papier, on peut dire que oui, c'est de la faute de Niki Team qui n'était pas donc dans sa ligne. Sur le papier, ça paraît simple. Pourtant, Laurent, de toi, ce que tu as pu voir et notamment parler avec plusieurs personnes, c'est pas si évident que ça. Et on a vu la même chose il y a plusieurs semaines à Misano également. Les gars, c'est clair que alors déjà la terminologie jump start est complètement faussée parce que c'est pas un jump start, parce que jump start c'est un départ anticipé. Là, c'est pas du tout un départ anticipé. Il est pas parti avant le feu vert. C'est juste qu'il était pas sur la ligne, que c'est rappelé au briefing, que ça fait deux courses que ça a lieu, que ça fait quand même deux courses que c'est en première ligne. Voire même en pole position, parce que Valentino Rossi à Misano partait en pole et là Niki Team partait aussi en pole. Que c'est quelque chose qui était peut-être moins surveillé dans le passé, parce qu'on en entendait nettement moins parler. Là, évidemment, c'était rappelé par Nils Wittich, le directeur de course, au briefing. Maintenant, Niki Team, au début, comprenait pas trop, parce que quand on lui passe à la radio jump start, évidemment, c'est pas jump start. Donc là, soit il faut changer le mot ou il faut faire quelque chose, parce que ça colle pas avec la réalité. Et après, pourquoi ça fait débat maintenant alors que ça faisait pas débat dans le passé? Ça fait deux courses, deux pilotes pro. C'est vrai qu'il y a quand même des circuits. Alors, il faut rester dans sa ligne. Alors, ok, c'est facile comme ça quand on est face à la ligne, quand on regarde à la télé. Par contre, quand tu es dans la voiture, que tu es au départ d'une course, que tu as quand même pas mal de lignes devant. Alors oui, le pilote est pas perdu. En plus, on a affaire à des pilotes pros. T'es quand même dans une GT3 avec des longs capots, avec faut regarder le feu, regarder à côté, regarder derrière. Je pense pas que ce soit si simple que ça. Et puis voilà, ça fait deux fois. Alors ok, oui, il y a une erreur. Donc l'erreur, il y a eu pénalité dans les deux cas. En plus, dans le premier cas de Valentino Rossi, ça a quand même occasionné un accident au moment du départ, ce qui n'a pas été le cas à Banicourt. Mais ça fait partie des petites choses qui changent, des petites choses qui peuvent irriter les pilotes. La procédure est quand même rappelée à chaque pilote avant le départ. Maintenant, tu vas pas dire dans le dernier virage, attention à la ligne, parce que le pilote doit rester concentré et qu'on lui parle pas forcément à la radio. Mais ouais, ça c'est encore, c'est un nouveau fait qui a quand même tendance à se développer par rapport à ces lignes au moment du départ. Et on voit que c'est même dans le peloton, on voit que beaucoup de pilotes des fois se décalent, on voit que c'est une règle qui est... Alors comme tu dis, il faut surveiller le feu, il faut surveiller sa position, il y a quand même beaucoup de paramètres, c'est un moment un peu où le stress forcément est un peu plus élevé. Il y a ça aussi, et Thibaut, toi tu peux nous en parler parce que tu as aussi cette vision aussi de derrière le muret des stands maintenant, et c'est quelque chose qui est rappelé, comme Laurent le disait, c'est vraiment quelque chose sur lesquels le promoteur et donc et surtout la direction de course insiste vraiment avant les départs, parce qu'on sait que malheureusement les départs sont des situations complexes qui peuvent être sujettes malheureusement à certains incidents. Salut à tous les deux, bonjour à tous. Oui, comme tu le mentionnais, Pierre, cette année, on parlait de l'activité journalistique. Je suis team manager de Trajectus Motorsport en Ligier European Series. Alors, loin de moi l'idée de comparer la Ligier European Series au GT World Challenge. Mais c'est vrai à chaque briefing d'avant-course, il est effectivement bien rappelé aux pilotes ils ont interdiction de bouger. En fait, il faut qu'ils s'alignent
normalement, l'idée, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut qu'il s'aligne sur la personne de devant, mais voilà, il faut absolument rester dans cette ligne et qui sont déterminées par les boîtes dessinées au sol pour les départs arrêtés. Après, comme le dit Lolo, il y a des circuits quand ça accueille du GT, de la monoplace, de la moto, il y a des lignes blanches sur la ligne droite des stands, il y en a watt 1000. En ligier, généralement, ce que fait le directeur de course, c'est que lui, il dit qu'il faut absolument rester dans les box, les lignes déterminées par les box, par les boîtes les plus extérieures, donc de la piste aux limites extérieures de la piste. Bon, voilà, ça n'empêche pas effectivement à chaque fois d'avoir des soucis et on est hélas bien placé pour en parler puisqu'on a été pénalisé sur la première course Trajectus Motorsport parce qu'on a un pilote qui s'est décalé avant d'avoir passé la ligne. Mais voilà, après c'est comme dit Lolo, il y a quand même un problème, un souci, d'appellation, hein, parce que jump start c'est pas ça, un jump start. Sauf si avant la ligne, en l'occurrence la voiture, le nez de la voiture commence à avoir dépassé déjà. Il commence déjà à avoir dépassé la voiture qui le précède, mais bon, c'est alors moi je sais que moi mes ingés en ligier, ils sont pendant tout le tour de lancement, je peux vous dire qu'ils répètent attention, tu fais ci, tu fais ça, ils le répètent 12 000 fois au pilote. Mais en revanche, on a affaire à des jeunes qui sont en formation, pas à des pilotes pros comme un Niki Team par exemple ou un Valentino Rossi. Donc c'est toujours des situations qui sont assez complexes à gérer effectivement pour les pilotes parce que comme tu dis, il y a 12 millions de trucs à regarder. Il y a quand même je vous dis une bêtise, si le pilote devant vous, il a raté son départ, vous allez quand même pas l'emplâtrer. Donc des fois, il y en a qui se sentent un petit peu obligés aussi de se décaler. Oui, c'est effectivement, c'est une situation qui est assez complexe. En revanche, je reconnais que la méthode utilisée par Aligier en disant vous utilisez la ligne déterminée par les boîtes les plus extérieures, elle est assez judicieuse et je pense que c'est la plus claire aujourd'hui. Et par contre, on voit aussi comme tu le mentionnais Pierre, on voit aussi dans le peloton aussi au moment du départ où il y a aussi des gens qui se décalent et on va pas refaire toutes les courses. Ça a été le cas à Misano parce que Valentino Rossi n'a pas été le seul pilote pénalisé parce qu'on a une Mercedes aussi qui était pénalisée. Mais si on prend tous les départs, je suis pas sûr que tous ceux qui se décalent dans le peloton soient pénalisés. Évidemment, en décalant, c'est un peu plus facile. Déjà, tu vois un petit peu mieux. Tu peux quand t'accélères, t'as un petit peu plus de visibilité devant toi, c'est un peu plus facile. Mais je suis pas persuadé que tout le monde soit logé à la même enseigne. Là, on a plutôt tendance à pénaliser le poleman parce qu'évidemment, c'est celui qu'on voit à l'écran, à l'image. Mais maintenant, je suis pas persuadé. Alors, pourquoi ça fait débat maintenant? Pourquoi on en parle maintenant alors que dans le passé, même encore l'année dernière, personne n'en parlait? Et là, en GT World, ça fait 2 courses que ça arrive avec des pilotes pros. Sont peut-être les conséquences, Laurent, en écoute, fait. Ce qui s'est passé à Misano avec l'accident, avec plusieurs voitures impliquées, y a peut-être ça aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir, en fait? je pense même pas parce que déjà à Misano, Nils Wittich avait déjà dit en briefing, avait déjà spécifié ce point. Et je peux pas croire que chez WRT, qui au point de vue stratégique où il y a rien à redire, où tout est carré, millimétré, même plus que millimétré, qu'on n'ait pas fait attention à ça. Tu vois. Alors évidemment, après c'est Valentino Rossi qui est dans la voiture, c'est pas Linger au moment du départ, certes. Mais maintenant, et là, ça arrive encore à Come to You, qui est aussi une équipe professionnelle, tu vois. Donc et Niki Team est un pilote pro. De toute façon, il va falloir s'y faire. Et je pense que là, avec les 2 pénalités de suite, je prêche pour le côté GT World. Je pense que maintenant, les pilotes vont faire attention. Parce que là, ça a coûté clairement la victoire, enfin une forte probabilité de victoire à Come to You. Et potentiellement, En GT World Challenge, si tu commences effectivement à regarder dans le peloton et tout, là, il y a des tracés, il y a quoi? Il y a plus de 50 voitures sur des tracés de 6 km. Et vraiment, s'il faut que tu ailles tout vérifier, bon courage. non, mais tu prends en plus le côté Manicourt avec le dernier virage au niveau du virage de l'école. Les gens, enfin les premiers partent alors que les autres sont encore dans le virage, sont pas encore en ligne droite. Tout le monde n'est pas encore aligné. Alors après, tu as une autre solution, hein, c'est que tu arrêtes tout ça et tu fais des départs arrêtés comme en Porsche Carrera Cup France. Hein. Puis là, le problème est réglé. Mais je pense pas qu'on va aller faire cette décision-là. Mais là, au moins, c'est un peu plus clair. Ouais, mais là, ils prennent la moitié du circuit. La grille a fait la moitié du circuit, là. Et Thibaut, est-ce que, pour l'avoir vécu, ça s'est arrivé dans certaines circonstances, est-ce qu'il y a aussi, alors on parle pas du poleman, hein, puisque là, pour le coup, des 2-3 premières lignes, puisqu'on voit très très bien le feu, mais dans certaines circonstances, je sais que certains ingénieurs aussi, à la radio, donnaient le moment du feu vert pour certains pilotes, quelle que soit leur position sur la grille. Alors c'est vrai que ça peut être bien quand on est un peu loin, qu'on n'a pas la visibilité maximale sur le portique. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est fait, ou qui est encore fait, et qui peut potentiellement aussi solutionner cette question de absolument se concentrer sur le feu et en fait d'être focus sur ce qui se passe plus autour et dès qu'on a le go dans la radio, on y va, quoi. Ouais, après, le problème, c'est que c'est quand même...
Enfin, c'est quand même le pilote qui maîtrise la voiture, donc est-ce que il doit être, je sais pas. Honnêtement, c'est vrai qu'on entend souvent, notamment aux États-Unis, quand on a les carottes à radio, les green, green, green. Même quand ce sont les ingés qui les donnent aux pilotes. Maintenant, on a aussi vu des gros carambolages sur des courses parce que tout le monde ne part pas en même temps. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Si le gars de devant, il a raté son départ et que vous êtes déjà à bloc, on a vite des cas de carambolage. Donc ouais, je saurais pas dire si ça aiderait ou pas. En tous les cas, ça met quand même. Je pense qu'il faut aussi peut-être, enfin, je dis pas que c'est facile, mais peut-être responsabiliser le pilote et c'est peut-être à lui de le voir. En revanche, là où tu as raison, effectivement, c'est quand tu dis, quand il y a, je t'ai dit une bêtise, 54 voitures où tu as, un dernier virage comme un Manicourt, bah, les mecs derrière, le feu vert, ils le voient pas, hein. Donc ça, c'est évident. Donc ça, c'est peut-être en revanche effectivement judicieux. Après, cette histoire d'alignement, normalement dans tous les championnats, ils font des briefings pour les pilotes qui sont sur la première, voire les deux premières lignes. Et si tout le monde fait son boulot normalement, c'est vraiment aux deux pilotes de la première ligne d'être dans les bonnes cases et sur la bonne ligne, et derrière, normalement, vous devez vous aligner. Donc, mais bon, Alors, encore une fois, tous les si tout le monde championnats, n'accélère pas. Thibaut, tous les championnats le font pas, hein, pour les premières lignes, hein. D'accord. Mais ce qui pour moi est enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ce qui pour moi est une bonne idée de le faire. Ah oui, c'est bien. Et puis moi, je peux vous dire qu'en Ligier European Series, encore une fois, loin de moi l'idée de comparer ça au GT World Challenge, dès la première course, le directeur de course est venu, en l'occurrence, c'était nous qui étions en pôle. Il est venu dans l'hospitalité, sous la tente, et il a pris notre poleman à part et il lui a rappelé quelques règles importantes, et ça a été, je pense que ça a été utile. Après, encore une fois, comme tu le dis, faut aussi un moment. On est dans une société où on a l'impression on est tous des assistés, où on nous demande sur nos voitures aujourd'hui, on nous dit quand est-ce qu'il faut changer de rapport, quand est-ce qu'il faut le baisser, quand est-ce qu'il faut mettre le clignotant. Donc à un moment, il faut aussi savoir responsabiliser les gens. Et là, en l'occurrence, vous parlez de pilotes pro. Nous, en Ligue European Series, on a des aspirants pilotes pro. On a des jeunes pilotes qui espèrent atteindre le plus haut niveau, mais qui sont encore en pleine formation. Donc ça sert aussi de leur rabâcher les choses. Mais pour moi, en WEC, si je dis pas de bêtises, les pilotes de la première ligne, voire des deux premières lignes, sont toujours convoqués par le direction de course, en plus du briefing. Donc après les qualifs, ils doivent y aller pour se faire rappeler les consignes, d'autant que, comme tu le disais Pierre, il y a quand même des tracés. Je vous dis une bêtise, par exemple à Fuji, c'est facile, la ligne droite, elle fait 12 km. Donc tout le monde peut bien s'aligner, c'est facile. En revanche, un tracé comme Manicourt, c'est différent. Et je crois même que, Thibaut, dis-moi si je me trompe, mais je pense que même en WEC, c'est les deux catégories qui sont convoquées. Même les pilotes GT, il me semble, hein. C'est ça? Oui, oui, puisqu'en plus maintenant ils dissocient un petit peu les deux pelotons. Il y a ils mettent un petit peu d'air entre le peloton hypercar et le peloton GT. Donc pour le coup, ça fait deux grilles de départ quasiment, et deux pilotes qui sont en première ligne du GT doivent eux-mêmes respecter l'alignement dans les box, dans les boîtes préconisées par la direction de course, sans se fier au dernier du peloton hypercar qui a déjà passé la ligne et qui est déjà explosé dans tous les sens. Messieurs, on va enchaîner sur ce thème des pénalités, mais on va un petit peu changer de point de vue. On va repasser sur la piste avec ce qui s'est passé alors, sur les deux principaux championnats qui étaient en piste ce week-end, hein, entre l'IMSA à Road America et le GT World Challenge à Manicourt. On a vu, messieurs, des actions en piste trop animées, trop dures pour certains, et parfois sans pénalité. Alors Thibaut, je vais commencer par toi qui connais un peu plus que nous le milieu de l'IMSA. On a vu à Road America certaines actions. On va notamment parler de ce fameux accrochage entre Jack Aitken et Felipe Nasser, qui n'a pas donné lieu à de pénalité, ce qui est quand même assez surprenant au vu de l'action. On sait que la course s'est aussi malheureusement terminée sous régime de voiture de sécurité après un incident entre Kevin Estre sur la Porsche numéro 6, Porsche Penske, et ce même Jack Aitken qui a fini lui aussi dans les barrières. Les pilotes vont bien, c'est l'essentiel. On va commencer par là, Thibaut, en IMSA. On sait que c'est l'un des championnats les plus relevés, que ce soit en GTP ou même en LMP2. On a vu que le peloton LMP2 a été aussi très animé en piste. On a vu des relances où les voitures étaient déjà dehors avant même de franchir la ligne de départ arrivé au niveau des relances. On a vu en GT aussi, malheureusement, que ça cognait pas mal. Thibaut, c'est quand même un championnat l'IMSA qui est loué par beaucoup de pilotes, par beaucoup d'équipes pour cette course, cette philosophie de course à l'américaine où on laisse parfois un peu faire, où c'est voilà, les circuits aussi font que il n'y a pas beaucoup de dégagement dans beaucoup de portions de circuit, donc on laisse la course comme on dit. Est-ce qu'on aurait atteint une certaine limite selon toi aujourd'hui au vu de ce qu'on a vu le week-end dernier à Road America?
Alors disons que, alors déjà oui, c'est une culture américaine. Elle est différente de la culture européenne. C'est le show avant tout. Le show prime sur le sport. Alors c'est bien, c'est pas bien. C'est ce qui est sûr, c'est qu'on a des courses qui sont tout le temps excessivement animées, avec beaucoup d'interruptions de courses. On en a eu 9 à Road America. Je crois que c'est le record de l'année, hein. On n'en avait jamais eu autant cette année. Bon, après c'était une course de 6 heures, hein, donc avec deux courses qui étaient plus longues jusque-là, c'était 24 heures de Daytona et 12 heures de Sebring. Depuis une bonne année maintenant, la direction de course a décidé d'être plus dure sur les contacts, les manœuvres de dépassement trop osées. Voilà, jusque-là, ils étaient c'est pas laxistes, mais en tous les cas un petit peu moins regardants. On avait plus droit de faire du portière contre portière, si on peut dire. Là où en WEC, c'est très vite pénalisé, hein, le moindre contact. IMSA est un petit peu, voilà, est un petit peu plus cool là-dessus, mais ils ont quand même un petit peu changé leur fusil d'épaule parce qu'ils ont remarqué que ça repartait un peu en cacahuète. La Road America, ça a été chaud, hein. Honnêtement, ça a été chaud. Pour revenir d'abord sur, pour moi, le principal scandale de cette course, c'est effectivement l'accrochage entre Jack Aitken et Felipe Nasser. Honnêtement, c'est la deuxième course de suite où Action Express échappe à une pénalité totalement évidente. La course d'avant, c'était à Watkins Glen. Déjà, je suis désolé, Earl Bamber, il envoie la Ferrari numéro 21 dans le rail. C'est quand même assez lunaire dans le sens où la Ferrari est pulvérisée. D'ailleurs, elle avait un nouveau châssis, hein, là, à Road America. Il y a eu aucune pénalité d'infliger à Earl Bamber. Là, c'est Jack Aitken qui tape clairement. Alors oui, il y a eu 2-3 petits coups un petit peu virils avant, mais là, pour le coup, c'était chouette. Mais quand ça se termine bien, c'est parfait. C'est des voitures qui le permettent. Mais là, le dernier coup, je suis désolé. Enfin, il tape dans le diffuseur, la voiture, elle se tanque dans le bac à sable. Alors la 7 C'est a ça pas. aussi, c'est que la voiture se tanque en plus. Voilà, c'est ça. Donc après, bon, en dehors de ça, la 7 n'a pas fait la course parfaite, hein, loin de là. Mais quand bien même, ça a clairement enterré leurs espoirs de bons résultats. Et là, les Jack Aitken, ils prennent pas de pénalité. Moi, je suis désolé. Il y a un moment, enfin, je veux pas virer complotiste, mais ça fait quand même 2 courses de suite. Et d'ailleurs, on a vu quand même Laurens Vanthoor qui allait de son petit commentaire sur Twitter en rappelant à qui appartenait Action Express Racing. En l'occurrence, à Jim France, qui est le patron de la NASCAR, dont dépend l'IMSA. Donc c'est un petit peu, voilà, on sait que Lorenz a la langue bien pendue, mais au moins ça, voilà, ça mérite d'être dit. C'est dommage qu'on en arrive là parce que je ne peux pas croire que ce soit le cas. Mais en tous les cas, ça fait 2 courses de suite où la Cadillac numéro 31 prend échappe à une pénalité qui semble absolument évidente. D'ailleurs, il semblerait que la direction de course après Watkins Glen ait reconnu son tort, ait reconnu le fait que Earl Bamber aurait dû écoper d'une pénalité. Moi, ça me chagrine parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est la voiture qui mène le championnat. C'est la voiture, Action Express a dit au début, a décidé de pas faire le voyage aux 24 heures du Mans parce qu'il voulait vraiment aller décrocher le titre. Mais là, moi, je trouve que ça fait un petit peu trop et honnêtement, c'est une super équipe. La Cadillac, c'était déjà une bonne LMDH avec l'Evo 2026. Elle est remarquable. On le voit aussi en WEC. Jack Aitken, on en va en parler après. Jusque-là, il effectuait pour moi la saison parfaite. C'était vraiment l'un des pilotes, pour ne pas dire le pilote le plus en vue de la catégorie Rennes en endurance. Il a fait vraiment, que ce soit avec Jota, que ce soit avec Action Express, pour moi, il a atteint un niveau la pointe de vitesse, il a toujours eu, mais il a atteint vraiment un niveau de régularité absolument exemplaire. Et ils ont pas besoin de ça. Ils ont pas besoin d'être aidés par la direction de course pour aller chercher le titre. Aujourd'hui, on l'a vu, ils abandonnent, ils sont encore en tête des championnats, c'est pour vous dire l'avance qu'ils ont. Voilà. Donc moi je trouve ça regrettable, il va falloir que l'IMSA fasse attention parce que entre ça et entre la BOP qui assassine Porsche Penske, ça commence à faire beaucoup et je trouve que ça entache l'image d'un championnat que je trouve absolument remarquable et spectaculaire. Mais là aujourd'hui, moi honnêtement, je suis pas satisfait de ce que je vois. Et pour rebondir sur ce que tu dis Thibaut, on avait aussi plusieurs pénalités pour avoir bloqué en piste. Alors c'est des choses qu'on voyait pas forcément aussi en IMSA à ce point, on va dire. Il y a eu plusieurs voitures pénalisées, notamment, si je me trompe pas, Louis Delétraz l'a été durant la course. Ça rejoint un peu ce que tu disais, cette nouvelle politique, on va l'appeler comme ça, de l'IMSA. Est-ce qu'ils vont pas à l'encontre aussi de cette philosophie qu'ils avaient de laisser un peu le sport en avant? Et est-ce que là ils sont en train, j'ai pas envie de dire de tuer un peu leur façon de faire, mais on a l'impression que là le changement est trop important en fait. C'est ce que je disais, il y a maintenant, je dirais, ouais, une grosse année, voire plus, ils ont commencé à changer de politique en se montrant plus sévères. Sur certains comportements parce que peut-être qu'ils estimaient être trop laxistes.
Mais moi, en soi, ça me dérange pas trop. Le seul truc que je veux, et après, c'est un souci qu'on a dans divers championnats. C'est aussi, c'est surtout la régularité dans les pénalités. En fait, c'est surtout ça. Il y a un moment, on peut pas avoir deux poids deux mesures. Et c'est, alors, j'exagère parce que c'est toujours sujet à interprétation, un contact. Mais je sais que je crois savoir qu'en Supercars, par exemple, en Australie, ils ont la direction de course a un tableau globalement, et c'est presque factuel. Tu fais ça, tu prends ça. Tu fais ça, tu prends un drive shoot. Tu fais ça, tu prends 5 secondes de stop and go. Voilà. En endurance, c'est pas pareil. Voilà, je dis pas que encore une fois que c'est la solution idéale, tout simplement parce que c'est un accrochage, c'est toujours sujet à interprétation, et c'est pour ça d'ailleurs que les championnats ont des driver advisors qui, à mes yeux, n'ont pas assez de pouvoir. Clairement pas. Je sais qu'en WEC, le driver advisor n'a pas droit de vote, ce qui n'est pas le cas en F1. En F1, il a une vraie formation on dérive, hein, c'est peut-être un autre sujet, hein. Mais le commissaire pilote en F1, il a une vraie formation et il a un droit de vote au moment où le collège prend la décision de pénaliser ou non les pilotes incriminés. Là, en WEC, c'est pas le cas, à savoir que le pilote, on le consulte parce qu'il a l'expérience, une expérience assez récente. Alors maintenant, en WEC, par exemple, c'est Peter Dumbrek. Mais après, il doit sortir de la salle au moment où le collège des commissaires prend la décision. En fait, il ne fait pas partie du collège des commissaires. Et moi, je suis désolé, aujourd'hui, quand on voit le niveau atteint par le WEC, je me demande si les standards ne doivent pas être ceux de la F1. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que c'est en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que comme tu le disais, Pierre, c'est le seul truc que moi vraiment je réclame, c'est que j'aimerais, c'est facile à dire, hein, de là où je suis, c'est plus de constance dans les décisions. Voilà. Parce que moi, encore une fois, là, en IMSA, 2 courses de suite, on a quand même 2 exemples flagrants où je suis désolé, la numéro 31 doit être pénalisée et elle ne l'est pas. Alors il y a un moment, c'est comme en foot, hein, des fois il y a deux joueurs qui se chicorent, l'arbitre il arrive, fait carton, carton, tout le monde se calme et basta. Et là, oui, ça s'est tapé un petit peu entre Felipe Nasser et Jack Aitken avant, c'était un petit peu chaud. Mais voilà, c'est à la fin, je suis désolé, Felipe Nasser, il est enfin, on peut même pas dire que Jack Aitken, et on va y venir après à l'accrochage entre Jack Aitken et Kevin Estre, on peut même pas dire que Jack Aitken, il a son nez au niveau de la roue arrière de Felipe Nasser. Non, il lui tape le diffuseur. Donc il est vraiment derrière. Bah, on enchaîne de suite, Thibaut, sur ce fameux dernier accrochage qui a mis un terme quasiment à la course, hein, puisque la course est terminée sous voiture de sécurité à Road America. Donc il y a ce dernier accrochage entre Kevin Estre et Jack Aitken. Quel est ton point de vue en fait déjà? Et sachant que, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément besoin de forcer plus que ça vu qu'ils sont en tête au niveau du championnat, la Cadillac. Est-ce que c'était nécessaire d'aller autant à l'attaque sur Kevin Estre pour une position? Alors je sais que tous les points comptent, mais et on a vu que justement, pour le coup, la décision n'a pas encore été rendue à 100% sur cet incident, puisque les classements des championnats n'ont pas encore été rendus officiels. Comment on juge un peu cette action entre les deux? Bon, alors moi j'ai jamais piloté d'hypercar, hein, donc je vais essayer de... Patate chaude. Non, je vais essayer de donner mon avis de l'extérieur. Mais bon, c'est même pas moi qui vais le donner. Au final, c'est Kevin Estre, hein, qui l'a donné de manière assez humble sur les réseaux sociaux. Kevin, oui, il estime qu'il n'a pas laissé assez de place. Il aurait pu laisser assez de place. Et un peu plus de place. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. On parle de 10 centimètres, hein. Clairement, Kevin n'avait pas l'intention de mettre Jack Aitken dans l'herbe. Ça, c'est clair et net. Après, il y a deux petites choses qui me chagrinent. Bon, Jack Aitken, il fait ce qu'il veut, hein. Il est grand, hein. Mais il faut savoir que déjà, il a pris le départ de cette course. L'avance d'Action Express et de Jack Aitken au championnat, qui restait quand même sur 8 podiums consécutifs, dont 2 victoires consécutives. Elle était telle que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils repartaient en tête. Même s'ils abandonnaient dès le premier virage, ils repartaient du championnat en tête. Aujourd'hui, c'est à eux de perdre le titre. Clairement. C'était, à eux de perdre le titre. Sauf que là, moi, Jack Aitken, je comprends pas le risque qu'il a pris. Je comprends pas. Il est 3e. Il va faire un 9e podium consécutif. Ses rivaux principaux pour le championnat, ils sont derrière. En l'occurrence, c'est Lorin Heinrich. Pourquoi? Alors, il y a quoi? Je crois qu'il y a deux. Non, mais quand on sait le système de points de l'IMSA, en plus, ça donne même pas la prime à la victoire, ça donne la prime à la régularité. Donc au final, lui, il a l'opération pour le titre, elle a été faite. Alors, vous pouvez toujours me dire que si ça se trouve, s'il était passé en 2e position,
tout comme ça avait été le cas à Watkins Glen, peut-être que la Cadillac numéro 10 aurait joué le jeu de Cadillac et s'effacer pour lui offrir encore plus de points. Peut-être. Mais il y a un moment, il faut arrêter. Ils ont, encore une fois, je pense que vu l'avance qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de ça. Mais moi, le seul truc que je trouve curieux, c'est que même si, voilà, je pense que comme Kevin le dit, il y a pas, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit 100% coupable, mais lui reconnaît ses torts et il s'avère que voilà, ils se sont retrouvés en plus à se toucher au moment où ils prenaient les freins. Donc bah là, ils étaient plus que passagers de leur voiture, hein, les deux, hein, donc ils se sont laissés embarquer, ils se sont accrochés, ils se sont laissés embarquer. Moi, le seul truc que je comprends pas, c'est Jack Aitken, il y a un moment, il a une telle avance au championnat, il a le titre qui lui tend les bras, un nouveau podium qui lui tend les bras, va chercher les points, va chercher les points. Pourquoi tu t'évertues à aller attaquer un pilote? Et deuxièmement, Kevin Estre, moi j'ai du mal à le blâmer. J'ai du mal à le blâmer, tout comme il y a 2 ans, j'ai eu du mal à blâmer Sébastien Buemi, comme quand il a poussé ce même Kevin Estre contre le mur à Austin. En fait, aujourd'hui, la Porsche 2026 en IMSA, elle est tellement étranglée, elle a plus de raceability. C'est exactement ce qui se passait ces dernières années avec la Toyota en WEC. C'est toujours un petit peu le cas, mais avec la nouvelle version, ils arrivent un petit peu plus à s'en sortir, je pense. Mais il y a un moment, en fait, les gars, s'ils se font dépasser, ils ont tellement peu de puissance, ils ont un rapport poids-puissance qui est tellement risible par rapport à certains de leurs concurrents, mais ils sont foutus. Ils peuvent plus rien faire. Donc oui, ça les pousse à être très agressifs dans les manœuvres de déplacement et très agressifs dans la manière de défendre, dans les manœuvres de défense, pardon. Donc en fait, moi, le pauvre Kevin, j'arrive même pas à le blâmer. Oui, il y a faute, mais, mais je suis désolé, il y a un moment, en fait, les gars, quand la BOP les étrangle autant, ils sont obligés de faire s'ils veulent à un moment défendre leur position, ils avaient fait une super course, la 6, hein, parce que quand on voit la BOP et le scénario de la course, ils ont fait une course absolument exemplaire. Voilà. Moi, j'ai du mal à blâmer parce que c'est des pilotes qui défendent leur position et eux, ils sont couteau sur la gorge. Et comme le disait une fois de plus Kevin après la course, on est obligé de conduire comme des fous pour avoir ce résultat. Parce qu'en fait, ils ont une BOP qui les étrangle complètement. Ils payent les titres consécutifs gagnés par Porsche Penske, ils payent la victoire aux 24 heures de Daytona et 12 heures de Sebring. Mais là, la BOP, je suis désolé, elle va trop loin. Elle va trop loin, tout comme elle allait à un moment trop loin avec Toyota en WEC. Il y a un moment, les gars, ils ne peuvent plus rouler. Ils ne peuvent plus rouler et ils sont obligés de prendre des risques inconsidérés. Et on l'a vu avec Toyota en WEC à Austin il y a 2 ans. Je me souviens qu'à Fuji aussi, je crois que c'est Ryu Arakawa qui avait défendu sur la Porsche numéro 6 encore une fois et qui avait été pénalisé. Mais les gars, faut les comprendre. S'ils gardent pas le mec derrière, ils sont foutus. Déjà qu'aujourd'hui, la track position en endurance, c'est ultra important. Mais alors, en plus, quand t'as un rapport poids-puissance qui est aussi risible par rapport à la concurrence, bah, c'est encore plus. Et Kevin, il sait, hein. Kevin, il se fait dépasser, il est foutu, hein. Il jamais récupérera sa position. Ils ne peuvent que gagner des track position avec des stratégies, des passages, des undercuts et tout ça. On les a vus, hein. Porsche Penske a souvent privilégié la position en piste lors des arrêts sur cette course, justement, pour essayer de rester devant. Et je me tourne vers toi, Laurent. Thibaut évoquait cette BOP très, très resserrée. Et là, en plus, castratrice, hein, dans un sens, pour Porsche. En GT World Challenge, on sait que la balance de performance, qui évolue aussi dans le week-end, on le sait, mais resserre énormément les positions. Et Laurent, on a vu depuis pas mal de fois en GT World Challenge, hein, du fait de cette BOP qui vraiment resserre énormément les positions. On a vu que les pilotes en font parfois un peu trop. Et on a eu là, le week-end dernier, un incident entre Rinat Salikov et Dustin Blattner. Bon, qui a été pénalisé, hein. Rinat Salikov, à juste titre, au vu de l'incident. C'est un peu le même problème, on va dire, Laurent, en GT World Challenge. Est-ce que cette balance de performance et ces pelotons ultra resserrés, les pilotes doivent-ils en faire trop, dans un sens? Et sachant que là, c'est entre deux pilotes bronze. Je peux rajouter un truc sur l'IMSA. Tu peux. Thibaut l'a mentionné, mais déjà, je trouve que dans un championnat aussi professionnel, tu ne peux pas être et promoteur et avoir une équipe. Tu peux pas diriger le championnat et avoir une équipe. Pour moi, c'est la base déjà. C'est juste pas possible. Donc tu peux pas être Action Express et que ce soit la NASCAR derrière qui est promoteur du championnat. Déjà là, il y a un trou déjà dans la raquette. Comme il y a un trou dans la raquette entre la Porsche JDC qui a pas les dernières Evo et comme disait Thibaut par rapport à la BOP qui essaie de mettre qui est bien mieux que la Porsche Penske qui est encore plus pénalisée. Donc déjà là, en termes de sport, déjà je pense que déjà là il y a un Petit aparté, je te coupe Lolo. En IndyCar, c'est pareil, hein. ouais Le Big Boss, c'est Penske. Alors, le truc qui est assez rigolo, c'est que je crois que depuis que Roger Penske était à la tête de IndyCar, ils ont plus jamais gagné un titre. Mais ça, enfin, tu vois, ça, il y a des trucs. Bon, après, ça, c'est juste un avis personnel. Je trouve que ça coince un peu. Mais bon,
Bah, il y a eu grosse polémique, Thibaut, sur des pièces, hein, notamment dans l'équipe Penske il y a quelques temps, qui ont été utilisées, qui n'étaient pas conformes, enfin, qui ça n'a pas été vu. Il y a eu grosse polémique sur ça, et Ouais, il y a eu ouais. beaucoup de remue-ménage en interne, hein, Après, d'ailleurs. voilà, on s'écarte un petit peu, mais effectivement, ils ont perdu des victoires. Même s'il y a une victoire à Indy 500, on a bien vu que la pièce y était aussi. Mais derrière, Roger, il a fait le ménage et pas avec n'importe qui, hein. Il a vraiment viré ses bras droits avec notamment Tim Cindric. Merci Tim Cindric. Ouais, Donc voilà, enfin, qui est bref. quand même revenu. Non, mais qui est quand même revenu et tout avec un autre rôle et tout. Enfin, à un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Les tricheurs aux États-Unis sont pas pénalisés. Les mecs gardent la victoire et tout. Tu gardes la victoire. T'es pénalisé, tu gardes la victoire. T'as triché, mais tu gardes la victoire. Bon, on va t'enlever des points et te mettre une amende financière. Ah ben, c'est la fête. Meilleur chant qu'à Daytona. Exactement. C'est lunaire. En soi, on est d'accord, c'est Exact. lunaire. C'est, c'est, Non, mais c'est incroyable. c'est pour ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres championnats où on n'a pas les mêmes circonstances, mais ils passent sous silence ce qui s'est passé pour ne pas avoir ce genre de Ah, scandale? total. Mais total. Mais là, au moins, il y a des preuves parce que ça a été affiché, tu vois, ça a été dit. Et comme le disait Pierre en préambule, est-ce qu'on peut encore parler de sport avec tous ces championnats aux États-Unis? Non. On parle de show. Tu vois, c'est un show à l'américaine. Si tu regardes le résumé de la course de road américain, tu vois que des crashs. Tu vois que ça, que des accrochages, des trucs. Alors, il y en a eu beaucoup en plus. Donc, le Bon, après, résumé est forcément c'est plus aussi long, lié au hein. circuit, hein. Les circuits, par contre, sont autrement plus attractifs Ça, c'est vrai. mais ils Ouais, pardonnent ouais. aussi moins. Ça, c'est vrai aussi. Mais après, t'as des, enfin, ça a toujours été, hein. C'était le cas en ALMS, c'était le cas en Grand Am. Oui, c'est sûr que les circuits ils font aussi. Et puis les Américains ont plus aussi une politique de show que nous comme nous on peut l'avoir en Europe. Bon, ok. Donc on était parti sur le GT World Challenge Europe. C'était ton aparté IMSA, donc ton Non, mais en rebond tous les cas, voilà, était juste très pour rebondir intéressant. sur ce que tu dis, Lolo, oui, encore une fois, c'est sûr, c'est sûr qu'en soi, c'est pas Nasser Al-Khelaifi qui arbitre les matchs du PSG de la Ligue des Champions, hein. Après, je pense que si on veut parler foot, je pense qu'il y a Non, d'autres non, sujets, mais on il y a va d'autres pas débats. rentrer dans tous ces Il y a débats. d'autres débats. Surtout en ce moment. Quand tu discutes avec les pilotes en GT World Challenge Europe, les voitures devraient être tout en 1/10. Donc, comme tu canalises la vitesse de pointe des voitures, que tu canalises tout au niveau des voitures, bah, les pilotes sont aussi obligés un peu de se jeter. Et c'est aussi ce qui donne que tu as des accrochages. Alors là, bon, c'était en pleine ligne droite, c'était pas sur une manœuvre de freinage entre Rinat Salikov et Dustin Blattner, mais oui, c'est un contact. Oui, la Ferrari elle a pris cher et Dustin Blattner heureusement s'en sort indemne. Maintenant, tout est tellement serré et que c'est difficile de se faire une place, que c'est difficile de trouver l'ouverture, mais que tu assistes à des choses comme ça. Et tu peux parler aussi du contact entre Alessio Picariello et Tommaso Mosca aussi, hein. Après Adélaïde et Sou, quand il l'envoie dans l'herbe, les deux ont été pénalisés de la même sanction. Je trouve que bon, il y en a un des deux quand même aussi. Enfin, je trouve que c'était un peu, il y en a un peut-être qui était peut-être un peu plus volontaire que l'autre, mais bon, Et ça Tommaso c'est juste, Mosca, c'est malheureusement pas la première fois qu'on le voit dans c'est pas ce la genre de première fois. situation. Ah, c'est pas la première fois. Mais et je trouve aussi que les sanctions sont pas assez sévères. Et ça, c'est le cas en GT World Challenge Europe. Et quand tu discutes avec les pilotes, et là, je parle pas des pilotes pros, je parle des pilotes qui amènent un budget. Pour en avoir encore parlé ce week-end avec plusieurs pilotes, tu as des pilotes qui sont dans la merde jusqu'à la fin de saison pour une histoire d'assurance. Parce que quand tu provisionnes un budget pour la saison, mais il faut aussi que tu provisionnes un budget pour la casse et que les primes d'assurance sont plus chères et que cette année, les primes d'assurance étaient déjà plus chères à Monza et à Spa, qu'elles seront encore plus chères l'année prochaine à Monza et à Spa, et notamment à Monza, pas à Monza parce qu'on n'y va pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, parce que avec les accidents qu'il y a eu et avec ce que ça a coûté. Et ça, c'est un vrai sujet aussi des jeunes pilotes qui pilotent avec une épée au-dessus de la tête, que si tu craches, ta saison, elle peut être terminée. Et je trouve que les fautifs enfin, certains actes sont pas spécialement sanctionnés. On se souvient tous de ce qui s'est passé avec Paul Potty l'année dernière à Spa, hein. Bah, je suis désolé, mais là, il faut aller plus loin que ce qui est fait. Donc, ok, il faut faire un peu de clientélisme parce que tu as affaire à des clients et qu'il faut aussi essayer de les fidéliser. Mais à un moment, si tu tapes pas du poing sur la table, ben, j'ai un peu peur que tout ça, ça continue. Mais ça reflète un peu la société, hein. Il y a moins de respect dans la vie, bah, il y a moins de respect en piste. C'est le reflet de la société. Thibaut, toi qui est au contact de jeunes pilotes, tu t'en parlais, ce que vient d'évoquer Laurent avec cette possible retenue qu'il y a dans un sens, est-ce que c'est vraiment un ressenti qu'ils ont? Est-ce que
ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre du sport. Tu veux dire qu'il n'arrive pas à se lâcher? Ou est-ce que tu le ressens pas vraiment encore? Non, 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 pour le coup, non. Après, on fait du sport auto, hein, mais non, je ressens pas particulièrement. Après, c'est dur de comparer parce qu'en fait, en Ligue European Series, encore une fois, on n'en est pas à des niveaux professionnels, on est plus à des. Alors, c'est super important, attention, hein, pour tous les concurrents, hein, pour nous en tant qu'équipe, pour eux en tant que pilote. Mais la direction de course est peut-être un petit peu plus dans l'éducatif que dans le punitif. Donc c'est voilà, c'est différent quand il y a des erreurs de commises et qui sont bien évidemment qui sont pénalisées, attention, hein. Mais voilà, ils sont pas, je pense pas qu'ils se permettent d'avoir le même d'être, enfin, je peux pas parler de strict parce que ils le sont, les pilotes payent leur saison et il faut que tout soit très fair play. Il y a des pilotes. Enfin, moi, j'en ai un en tête avec qui j'ai échangé ce week-end, qui lui te dit clairement, il te dit, moi, je peux pas être à 100% dans la voiture. Je peux pas être à 100% si j'ai une manœuvre je sens que ça peut passer, mais je suis pas sûr de mon coup. Si je sais que j'ai pas cette histoire d'assurance, j'y vais parce que je pense que ça peut passer. Tu Non mais vois? ça, Et si ça passe pas, la retenue de ce côté, de toute façon, on va pas se mentir, tous les pilotes qui payent, qui ont un budget, qui ne sont pas pros, ils l'ont cette retenue parce que il y en a qui sont ric-rac en budget, puis ils se disent, et là, si je casse, ah, peut-être que je peux pas aller au bout de la saison. Et mais c'est sûr parce que c'est qu'ils l'avaient pas moins. forcément avant. Parce que déjà, ça coûtait moins cher, les assurances étaient moins chères. Et t'as des teams, j'en parlais avec un team ce week-end qui me dit, moi, j'ai trouvé un pilote, je peux le prendre, mais l'assurance me suit pas si je le prends. Parce que le pilote en question a trop de casse. Bah Et après, l'assurance a dit, il y a si aussi vous, des tu teams qui vois, signent des pilotes en disant la casse, c'est toi qui la payes. ouais, Si t'es ben ouais, responsable, tu donc, la payes. Mais moi, il y a encore pas longtemps, hein, je m'entretenais avec un patron d'équipe en LMP2 qui m'a dit qu'il avait un jeune très talentueux. Il m'a dit le problème, c'est que il est couteau sous la gorge parce que il a cette retenue. Il sent très bien que le mec est bon et ce qu'il fait, c'est très bien. Mais il a cette retenue parce que il sait il peut pas se permettre de sortir. Il peut pas se permettre de sortir et de casser la voiture. Donc bon, après, il y a plein de deals différents hein, dans les équipes, entre effectivement les assurances et les pilotes qui payent la casse. C'est très. et les équipes qui maintenant, certaines équipes qui ne s'assurent plus, qui préfèrent mettre un budget sur un compte et faire en fonction. Donc, c'est un peu à double tranchant parce que soit tu gagnes, soit tu perds. Mais juste pour revenir sur les sanctions, si on revient sur le GT World Challenge Europe, maintenant les qualifs du GT World Challenge Europe en sprint, on fait ça par groupe, ok? On sélectionne les groupes, donc tu fais une qualif de 10 minutes avec les pros, les équipages en pro et les équipages en gold, et 10 minutes après les équipages en silver et les équipages en bronze. Tout ça pour qu'il y ait plus de tours clairs, pour moins qu'il y ait de contact, pour que les pilotes puissent avoir un tour suffisamment clair. Donc tu divises par deux, donc tu as 2 fois moins de voitures en piste. Et là, on l'a encore très bien vu à l'écran ce week-end, notamment en qualif 2, où tu as encore des pilotes où tu le vois clairement à l'image qui freinent pour essayer d'avoir un tour clair, pour essayer de faire un gap avec la voiture qui est devant, et qu'on gêné des pilotes qui sont eux dans un tour rapide, mais il n'y a pas de sanction, ou très peu. Et ça, je suis désolé, mais si tu fais ça justement pour que ça se passe mieux, si tu te rends compte, en plus, il y a tout est contrôlé par GPS, hein, donc c'est hyper simple de savoir qui a freiné, qui a fait quoi. Si tu te rends compte que le mec qui freine, qu'il a gêné le mec qui était dans un tour rapide, bah, je suis désolé, mais tu dois prendre une bonne pénalité. Et déjà, en plus, parce qu'il faut inciter, enfin, faut éduquer, ok, mais après, ça fait forcément peur. C'est un peu pas vu, pas pris. Mais je crois qu'en WEC, ils sont assez intransigeants avec ça, hein. Je pense qu'ils sont, ouais, je pense qu'ils sont plus calés là-dessus. Mais peut-être aussi que tout s'est professionnalisé et que, comme disait Thibaut par rapport au supercar, je pense que si t'as pas une échelle qui est vraiment claire par rapport aux sanctions et par rapport à ce qu'il y a, je pense que c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus problématique et tout est sujet à discussion, tout est sujet à échange. Alors ok, quand tu as un contact, c'est vrai que c'est bien d'avoir les différents angles parce que nous on a quoi? On a ce qu'on nous montre à la télé, mais c'est bien aussi d'avoir les différentes caméras embarquées parce que sur certains contacts, on l'a vécu, Pierre, souviens-toi déjà en GT World dans le passé, à l'écran tu vois ça et quand tu vois les différentes caméras embarquées, tu dis ah ouais. Merde, c'est pas forcément comme ça. C'est pas ce qu'on a Ah vu non, au mais départ, complètement. Et puis je effectivement. peux te dire que moi, je l'expérimente cette année en tant que team manager. Je peux te dire que des fois, dans un sens comme dans l'autre, hein, j'ai eu les deux scénarios où il y a un moment, je pensais vraiment que mon pilote était innocent. Il s'avère qu'il l'était pas.
Et vice-versa, je me suis retrouvé dans le cas contraire, où je pensais que mon pilote, il allait prendre cher à juste titre, et en fait, je suis arrivé en direction de course et il n'était pas du tout en tort. Donc c'est sûr que, voilà, t'as toujours... Et après, est-ce que le pouvoir sportif, Et comme tu dis, en plus, tu peux même utiliser les GPS, pas en léger, il y a pas toutes les, attention, il y a pas toutes les, il y a pas autant de données, hein. Mais en l'occurrence, dans tout ce qui est GT World Challenge, WEC, IMSA, tout ça, bien sûr. mais est-ce que le pouvoir sportif est suffisamment maintenant staffé avec les règles qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde? Est-ce que tout est contrôlé suffisamment comme il faut? Je sais pas. C'est une éternelle question. Moi, en tous les cas, aujourd'hui, le seul truc que je vois, effectivement, qui est peut-être un peu plausible, c'est peut-être donner un petit peu plus de pouvoir au driver advisor quand il y a des accrochages. Quand il y en a un. Oui, oui, quand il y en a un, bien sûr. Quand je vois le niveau aujourd'hui du WEC, par exemple, de l'IMSA, je ne comprends pas que le driver advisor n'ait pas droit de vote. Mais Thibaut, Je ne comprends pas. il faut peut-être même aller plus loin. Peut-être même qu'il faudra un driver advisor dans chaque championnat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Ah bah ça, après, c'est à chaque championnat de prendre la décision. Aujourd'hui, le WEC a décidé, enfin, je sais pas si c'est tous les championnats FIA qui doivent en avoir un, mais en tous les cas, je sais que le WEC, ça fait un petit paquet de temps qu'il y en a un, et c'est super intelligent. Attention, c'est vraiment intelligent, parce que derrière, alors oui, le collège des commissaires, il est aussi composé d'avocats, de personnes qui connaissent le sport auto, mais qui n'ont pas l'expérience récente de ce que sont ces voitures. Je vous dis des trucs, par exemple, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui. Monter dans une LMP1, vous allez voir, on a beaucoup entendu parler du manque de visibilité avec au niveau des arches de roue et tout ça. Donc, faut prendre en considération tout ça. Et un Peter Dumbrek, par exemple, qui était en activité encore relativement récemment, oui, c'est sûr que ça apporte quelque chose et il doit avoir une vraie plus-value. Après, il y a même, moi, j'aimerais même des fois que ce soit, mais ça, c'est peut-être le côté des formations professionnelles, que certaines décisions soient presque expliquées. Il arrive régulièrement en F1 que le driver advisor s'exprime et ils disent pourquoi. Attendez, mais non, mais là, c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. Et après, il s'en explique. Donc voilà. Oui, un peu Après, comme est-ce ce que qu'ils font sont les arbitres au foot aujourd'hui. Alors oui, et j'avais trouvé ça remarquable moi une fois quand je crois que c'était une histoire de semelle sur Marquinhos dans un match où au final je suis incapable de vous donner le nom de l'arbitre, je suis pas assez spécialiste de foot pour ça. Il avait pris la parole ensuite en direct à la télé, il avait expliqué son point de vue. Et moi j'avais trouvé ça très bien. Alors en l'occurrence, je me souviens que Patrick Vieira était consultant, il n'était pas d'accord avec lui, mais moi j'avais trouvé ça remarquable que l'arbitre vienne s'expliquer. Je demande pas à ce que tout, attention, hein, que tout soit expliqué, justifié. Des informations que j'ai, je crois savoir que l'IMSA reconnaît que la 31 aurait dû être pénalisée à Watkins Glen. Là, le problème, c'est que, bon, voilà, encore une fois, ça fait deux fois de course. Après, voilà, est-ce qu'ils sont sous-staffés? En tous les cas, moi, aujourd'hui, je trouve que, voilà, je pense qu'à certains championnats, je pense qu'on devrait donner plus de pouvoir aux pilotes. Je pense que ça peut pas être néfaste en tous les cas. Après, il y a aussi les pilotes, enfin pas les pilotes, mais les équipes quand elles sont convoquées aussi chez les officiels. Enfin, l'équipe, elle, son but, c'est de défendre son pilote. Moi, j'ai déjà eu la chance d'assister à différentes discussions dans certains championnats où tu sais, tu vois dans l'arrière-cour comment ça se passe. Après, il faut aussi que les équipes ne manquent pas non plus d'objectivité et soient suffisamment claires dans ce qui s'est passé. À un moment, ton pilote a pu avoir faire une connerie. Donc oui, il y en a qui vont l'accepter. Il y en a d'autres pour qui ça va être plus compliqué, qui vont quand même si son pilote a fait une erreur, l'équipe va quand même essayer de prêcher pour sa paroisse et de défendre son pilote. Donc après, il y a toute une histoire en fait de curseur. Où est-ce que tu mets le curseur? Les pénalités et l'aspect sportif étaient au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info, un sujet un petit peu donc sorti de l'actualité pure et dure et du résultat brut en piste que nous vous avons proposé dans ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous rapidement pour de prochains numéros. La pause estivale commence avec un petit peu de répit, mais restez connectés sur le site internet évidemment, qui sera alimenté en divers sujets tout au long de ces prochains jours. Merci Thibaut et merci Laurent pour ce nouvel épisode et on se donne rapidement rendez-vous. Ciao, ciao. Ciao.